Sans plus tarder, j'invite Valéria Martinez à nous parler de la validité des tests sensoriels quantitatifs, sujet assez complexe, en effet. Complexe. Mais je vais vous le rendre simple. Ah. Alors, oui, on m'a confié ce titre, Validité des tests sensoriels quantitatifs. Donc, je vais essayer de faire simple parce que de quoi je vais parler? En fait, je vais parler de l'évaluation de la sensation et vous allez voir que derrière ce titre abscon qui a l'air difficile, il y a plein de belles choses pour nous anesthésistes et qu'on peut l'utiliser au quotidien. Donc, comme on est dans une présentation où on parle du rachis, je vais parler déjà en premier lieu du monitorage péropératoire dans la chirurgie du rachis. C'est quoi ce monitoring? C'est un monitoring médulaire qu'on fait en péropératoire, qui est subcontinu, c'est-à-dire on répète au cours du temps des fonctions sensitivo-motrices médulaires. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, vous voyez, au niveau de la moelle, les cordons postérieurs où il y a le passage des voies lemniscales, de la sensation. Et pour cela, on fait des potentiels somesthésiques, évoqués somesthésiques, c'est-à-dire qu'on stimule le pied ou enfin périphérie et on recueille le signal dans le cerveau. On peut évaluer également les cordons latéraux où passent la voie pyramidale, celle motrice, et là on fait des potentiels évoqués moteurs. Cette fois-ci, on stimule le cerveau et on regarde la réaction au niveau musculaire. Donc complètement à droite, vous avez cette stimulation continue, vous voyez, on regarde la latence et l'amplitude de la réponse motrice, et donc quand elle est là, c'est que ça fonctionne bien. Quand elle n'est plus là, comme vous voyez en plein milieu, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, et donc il faut réagir vite, il faut réintervenir pour pouvoir qu'il y ait un passage de ces voies. Alors, ce monitorage péropératoire en chirurgie du rachis, c'est pour qui? C'est pas pour la chirurgie de hernie discale qu'on a parlé, hein. C'est pour les chirurgies de grosses, complexes, celles des déformations de la colonne vertébrale. Alors ensuite, il y a un dialogue à trois qu'il faut mettre. On est le chirurgien, l'anesthésiste et le neurophysiologue qui va être là. Et donc, c'est vraiment une complicité entre ces trois acteurs qui va permettre de communiquer et de lâcher quand il y a une complication ou un étirement ou une blessure du système nerveux central. Qu'est-ce que vous devez retenir pour nous, anesthésistes, pour que ça fonctionne ce monitorage? D'abord, il ne faut pas utiliser des halogénies parce que ça déprime le système nerveux central. Deuxièmement, pas de curare au moment où on fait des potentiels évoqués moteurs, bien évidemment. Ensuite, éviter les bolus, rester le plus stable possible. Donc finalement, la meilleure anesthésie, c'est de l'évoque avec du rémifentanil et du propofol. Que dit la littérature? On dit qu'il faut être un monitorage multimodal, c'est-à-dire qu'il faut faire la somme du potentiel évoqué somesthésique plus le potentiel évoqué moteur. C'est le minimum qu'on peut avoir parce qu'on n'a plus une plus grande sensibilité pour détecter ces blessures du système nerveux central. Alors maintenant, on va passer à l'examen sensoriel quantifié clinique, c'est-à-dire le patient éveillé. Alors il y a beaucoup de choses qui se font. On connaît l'ère d'hyperalgésie secondaire autour de la cicatrice. Plus elle est grande, plus elle montre une sensibilisation centrale, elle reflète la sensation centrale. Mais il y en a plein d'autres. Et voilà tout ce qui est décrit dans la littérature. Il y a des tests thermiques, au chaud, au froid, des tests mécaniques pointus, comme les piqûres là, avec le poil de Von Frey, mais également avec l'algomètre, test de pression. Il y a moi, je vais le faire tout à l'heure. Un test électrique, des tests au froid. En fait, le principe de tous ces tests sensoriels quantifiés est le même, c'est-à-dire qu'on va devoir le seuil à quel moment le patient ressent la sensation, donc quand est-ce qu'il sent, quand est-ce qu'il a mal et quand est-ce qu'il ne peut plus tolérer. Donc je sens, j'ai mal ou je ne supporte plus. C'est les trois choses et on quantifie ça. On peut comparer avant, après, chirurgie par exemple, mais on peut le comparer à un groupe et à des standards. Alors, ces tests aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de dépister, d'évaluer les toutes petites fibres. Vous savez, un nerf est constitué de grosses fibres et de petites fibres. Et les petites fibres, elles transmettent, c'est les A, delta et C qui transmettent la douleur. Et ces petites fibres, en fait, on peut les évaluer avec le chaud et le froid. Et vous avez à droite un examen sensoriel quantifié qui montre qu'on peut tester le chaud, on peut tester le froid. Et donc, là, par exemple, dans le dernier, on a une diminution de la détection de la douleur et on a l'allodynie au chaud, l'allodynie au froid. Donc, on peut très bien évaluer ce type de pathologie. Ensuite, avec ces tests, ce qui est important, c'est prédire la douleur post-opératoire. Ça, on en rêve d'avoir un test en préopératoire qui permettrait de prédire la douleur aiguë et la douleur post-opératoire. Alors là, une littérature assez abondante et beaucoup de méta-analyses. Donc, je les ai marquées là, vous pouvez les retrouver sur le diaporama. Qu'est-ce qu'ils disent ces méta-analyses? C'est déjà, il y a beaucoup d'études, à peu près une trentaine d'études, plus de 2700 patients qui se sont prêtés au jeu de ces tests sensoriels quantifiés. Deux choses sortent du lot qui semblent corrélées à la douleur post-opératoire.
c'est tous les tests de sommation temporelle, c'est-à-dire répétition d'un test qui est non douloureux, on répète, et à un moment donné, il devient douloureux, que ce soit mécanique ou thermique. Et puis un autre qui s'appelle les tests dynamiques, où on explore cette voie descendante des contrôles inhibiteurs descendants de la nociception, et pour ça, il faut faire des tests avec double douleur, c'est-à-dire qu'on met d'un côté une main dans le froid, par exemple, ça fait mal, et puis on fait le test de l'autre côté avec le thermotest. Et là, on peut tester ces voies de la douleur. Et puis finalement, bon, tout ça c'est pour la recherche, c'est pas toujours facile de faire en préopératoire. Qu'est-ce qui nous reste en clinique, en pratique? Eh bien, il y a des tests simples que je vais peut-être vous montrer tout à l'heure, parce qu'il y a un test simple qui est la sommation temporelle mécanique qu'on peut faire avec un poil de vent frais. Et donc ça a été montré dans la chirurgie orthopédique, que c'était prédictif de la douleur post-opératoire et également de la consommation d'opioïdes en post-opératoire. Alors après, il faut comme vous rappeler le fameux DN4, voilà, avec 10 questions. Dans ce DN4, il prend toute une partie de questionnaire où on écoute le patient et on coche s'il a des brûlures, des charges électriques, ses diesthésies. Il y a toute une partie là, les 3 dernières questions qui est l'examen clinique. Ben, finalement, c'est ce qu'on fait, c'est un examen sensoriel quantifié. On a 3 choses. Un, on touche s'il a un déficit au tact, on pique s'il a un déficit à la piqûre, donc là on évalue le déficit sensitif, et puis on reçoit avec le pinceau l'allodynie mécanique. Et donc voilà, ça c'est des tests sensoriels qu'on utilise tous les jours. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut utiliser ces tests sensoriels quantifiés à tout moment de la chirurgie. Avant, on peut détecter un déficit préopératoire, c'est important pour nous, pour le chirurgien, il existait avant. Après, ensuite, on peut dépister une sensibilisation centrale préopératoire qui peut être prédictive d'un patient plus vulnérable en post-opératoire. En péropératoire, une place de choix pour le monitorage péropératoire pour alerter précocement qu'on est en train d'abîmer, qu'il peut y avoir une lésion irréversible, donc attention. Et en post-opératoire, de la même chose, on peut dépister un déficit post-opératoire, il est nouveau ou pas, est-ce qu'il était avant, mais également, si le patient se chronicise, c'est une douleur chronique, on peut dépister allodynie et hyperalgésie. Voilà, j'espère que tout est simple maintenant pour vous. Merci beaucoup Valéria pour cette simplification et voilà, d'un sujet assez complexe. Mais en pratique, c'est très beau tout ça, tester un pré-op, per-op, post-op, etc. En pratique, comment nous, en tant qu'anesthésistes, peut-on faire pour dépister un peu ce risque, disons, de douleur intense post-opératoire ou chronicisation? C'est vrai que ce n'est pas simple, mais je pense qu'avec les années d'expertise, avoir des douloureux chroniques et puis tout ce que j'ai fait en périopératoire, il y a un test simple que je vais répéter ce que c'est ce test temporel mécanique, la sommation temporelle. Alors donc, en fait, on a un petit poil de vent frais, c'est comme ça qu'il est fait parfaitement, mais si vous n'avez pas ce petit instrument, vous pouvez prendre un trombone. Un trombone, ça fait la même chose. Donc, tu veux absolument. Alors, on pique une fois. En fait, on pique un endroit qui est non douloureux. Parce que là, j'ai très mal. Ah non, il faut que ça soit un endroit non douloureux. Mal, non douloureux. Là, je pique. Est-ce que ça fait mal? Non. Non. Parce que c'est là-bas que j'ai mal. Ensuite, quand je vais piquer plusieurs fois comme ça, et c'est une dizaine de fois, comme ça, est-ce que ça déclenche une douleur? Dans l'autre main. Pas du tout. Donc, tu n'es pas vulnérable à la douleur. Mais sache que si tu fais ça à un patient douloureux chronique qui prend des morphines, tu vas voir, il va avoir une différence entre le premier touché et l'autre douloureux. Je suis par exemple. T'es sous tramadol, toi? Ouais. Non, toi, t'es toxico-girl. Non, toi, t'es toxico-girl, ça n'a rien à voir. Toxico-girl, merci. Une fois. Aïe. Mal à 5. Mal à 5. Et je répète plusieurs fois. Donc vous voyez déjà son visage, hein. Ça c'est important d'observer le visage de la personne quand vous le faites parce que là vous avez le premier signal. Il y a froncement de sourcils, c'est tout de suite qu'il y a... Ça va pas finir? Ouais. 8. Voilà. Là, il y a un delta qu'on dit de 3. Et ça, c'est prédictif, c'est le patient qui va être plus vulnérable. Ça, c'est un petit tips que je vous donne, qui était pour l'instant que personnel, mais qui se trouve dans la littérature et que les gens qui font de la douleur chronique connaissent bien. Alors moi, j'ai juste une limite. J'ai juste une limite, c'est les patients, je les vois à la télé. Je les vois en téléconsultation. Donc, est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir envisager ce genre de test en téléconsultation? Est-ce que je lui demande de sortir un couteau de cuisine Oh là là. Ça reste quand même quelque chose assez confidentiel. Il ne faut pas le faire à tout le monde et vous ne pouvez le pas faire. Et médical aussi. Médical aussi. Qui semble positif, avec quelqu'un qui exactement. semble vulnérable, c'est une bonne idée. Ouais, quelqu'un qui est sous opioïde avec des fortes doses, quelqu'un qui a mal partout et vous ne comprenez pas pourquoi il a mal partout. Là, vous sentez qu'il est un peu étrange. Et ça donne des... Est-ce qu'on peut lui demander de le faire? Est-ce qu'on peut demander à un patient, comme nous on ne les voit pas, de le faire ou pas si on a... Pourquoi pas? Mais les patients, ce que vous pouvez lui demander, c'est est-ce que quand on vous prend la pression, par exemple, la tension artérielle, ça sert un peu? Est-ce qu'ils ont mal? Et une autre chose qui est très simple, c'est quand on fait une perfusion, on doit perfuser les patients avant d'être opérés. Ben ça, il y a des études qui ont montré ça, que quand le patient a plus de douleur de 3 quand on fait une perfusion, c'est prédictif qu'il va être plus vulnérable. Donc on le sent comme ça. Petite question.
la HS a sorti un document sur le parcours du douloureux chronique, avec la bénédiction de la CFETD, sa participation. Est-ce que tu penses que la médecine générale peut du coup être investie du suivi des patients, que ce soit en amont, soit surtout en aval, des patients douloureux chroniques, et du coup se former avec ces filaments? Est-ce que tu penses que c'est faisable? Est-ce que tu penses que voilà, les collèges sont prêts à passer le cap? Alors, le parcours du patient de la ville à l'hôpital est très important. La place du médecin généraliste, il faut la renforcer. Je pense que là, ça reste quand même assez confidentiel. On peut bien sûr, une fois qu'ils ont écouté ça, ben, ils vont le faire. Mais la première chose, c'est détecter les patients vulnérables à l'interrogatoire. C'est très simple. Est-ce qu'il est anxieux? Est-ce qu'il prend des opioïdes? Est-ce qu'il a douleur? Il écrit une petite lettre au médecin anesthésiste, au chirurgien. Attention, mon patient est vulnérable. Il a tout ça. Ça donne déjà des informations. Et en post-opératoire, on l'a dit, c'est juste 3 choses aussi cliniques. Donc, il y a des choses plus simples à faire avant, peut-être, pour le médecin généraliste. Merci Valéria. On a quelques questions des spectateurs. Est-ce qu'il y aurait, pour ces tests de monitorage péri-opératoire, un cadre médico-légal? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des recommandations à faire pour certaines chirurgies complexes, à risque de complications, à surveiller comme ça péri-opératoire? C'est une bonne question, parce qu'en fait, je me suis renseignée sur ça. En faisant le topo, je me suis dit, mince, à quel moment le faire? En France, il n'y a pas de cadre médico-légal pour le monitorage, même péri-opératoire en chirurgie. Aux États-Unis, c'est une obligation. C'est-à-dire que si les chirurgiens ne font pas de monitorage, ils ne peuvent pas être assurés. Et s'il y a une complication, eh ben, c'est pour leur pomme. En France, pour en avoir parlé avec des neurophysiologues, ils ont dit qu'en fait, finalement, la problématique, c'est qu'il faut un neurophysiologue en salle. Il faut un équipement qui coûte quand même cher, et donc tout le monde ne peut pas l'avoir. Donc c'est triste, parce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment diminuer les déficits en post-opératoire, mais ce n'est pas fait partout, non. Parce qu'il faut une formation spécifique. Ça veut dire que nous, en tant qu'anesthésistes, on ne peut pas lire un peu ces... Alors si, finalement, il y avait 2 choses à regarder. C'était l'amplitude des ondes, ça peut être possible, et la latence. On peut tout à fait avoir une idée. Mais c'est vrai qu'un neurophysiologue va faire des choses. Je vous ai simplifié les choses en faisant 2 potentiels évoqués. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Et donc quand on a une série de potentiels évoqués, voilà, il vaut mieux avoir le neurophysiologue en salle. D'accord, ok. C'est un peu plus complexe que c'est prévu. Sinon, une dernière question. Cette sommation temporelle, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un phénomène électrophysiologique qui a été montré largement par l'électrophysiologie, c'est-à-dire que les neurones de la corne dorsale vont réagir, vont amplifier le message douloureux. Un message qui est non douloureux, quand il est répété, il va devenir douloureux parce qu'il y a des récepteurs qui vont amplifier le message douloureux. C'est montré chez le rat, chez l'homme, et c'est un phénomène qui a été étudié dans l'amplification de la douleur et la sensibilisation centrale. Bon, merci beaucoup. On vient un peu à la fin de cette session. Je remercie chacun des experts. Merci d'être là et pour votre topo et vos échanges. Et merci à vous aussi, chers spectateurs, de nous avoir suivis et pour vos échanges et vos questions. Voilà. On peut applaudir, non ? On peut applaudir, ouais.